Bienvenue dans mon exposé sur la motivation au travail. Nous avons au programme aujourd'hui plusieurs points qui traitent la question de la psychologie de la motivation de l'individu au sein de la hiérarchie, ainsi que la bonne marche d'une équipe entrepreneuriale. Donc, plusieurs points aujourd'hui. Le premier, comment fonctionnent les meilleures équipes professionnelles. Deuxième, quelles sont les normes collectives de travail qui favorisent le mieux la production. Troisième, l'importance d'un climat psychologique sécurisant au sein du travail. Quatrième, qu'est-ce que le locus interne de contrôle et comment générer la motivation chez un travaillant. Et cinquième, pourquoi certaines personnes dans les maisons de retraite vivent plus longtemps que d'autres. Il y a de cela quelques années, l'entreprise Google a commencé cette intéressante expérience. Ils voulaient savoir comment créer l'équipe professionnelle optimale. Et alors ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont commencé à collecter une importante quantité de données sur à peu près toutes sortes d'équipes professionnelles travaillant sur différents projets. Et leur hypothèse initiale était que l'on peut créer de bonnes équipes de travail en trouvant la bonne combinaison de personnes. Exemple, si l'on a dans une équipe quelques personnes de type introverti et d'autres personnes de type extraverti, ou encore faut-il de bons leaders et de bons exécutants. Selon cette hypothèse, c'est comment on compose les membres d'une équipe de travail qui est déterminant dans la qualité de production. Après la collecte de données, les chercheurs n'ont pas trouvé de corrélation directe entre la prédominance des types de personnalités qui composent une équipe de travail et la qualité finale du travail. Donc après plusieurs tentatives de trouver la bonne combinaison de l'équipe de travail parfaite, optimale, les chercheurs ont décidé d'aborder la question différemment. Plutôt que d'étudier comment est composée la bonne équipe, ils allaient se pencher sur comment interagissent les membres d'une équipe entre eux. Chaque équipe est régie par une liste de normes que les membres ont intégrées inconsciemment. Par exemple, dans certaines équipes, il est important de ne pas interrompre la parole d'un membre quand on veut parler. Ou au contraire, la norme de l'équipe est que celui qui a quelque chose de très important à dire n'a qu'à forcer la parole pour se faire entendre. Chaque équipe a ses propres règles non écrites que les membres respectent pour le bon fonctionnement du groupe. Les chercheurs ont collecté des données sur ces normes d'interaction groupale et ont découvert le facteur déterminant de l'équipe de travail optimale. Ce sont deux normes qui ont une influence cruciale à la bonne marche d'un groupe. Premièrement, l'équilibre conversationnel. Deuxièmement, le niveau d'intuitivité communicationnelle. La première norme est la qualité conversationnelle d'une équipe. Est-ce que tout le monde autour de la table a pris la parole au moins une fois lors du meeting? Il arrive souvent dans une équipe de travail de n'entendre lors des meetings que la moitié des participants. Des fois, un expert dans telle ou telle compétence peut prendre la parole plus de 15 minutes sans arrêt, sans permettre à la conversation d'être plus équilibrée au sein du groupe. Pour un œil extérieur, cette approche peut sembler efficace. Après tout, c'est à l'expert qu'il revient de s'exprimer sur son sujet de prédilection. Mais les données recueillies par les scientifiques indiquent que ce n'est pas une norme efficace à la bonne marche d'une équipe. La meilleure équipe de travail s'avère être celle où chaque membre parle spontanément en se sentant en sécurité de s'approprier la parole autour d'une question qui la dépasse. Quel que soit le niveau de compétence des membres, l'important est qu'ils ressentent une implication directe dans l'évolution du travail collectif. C'est ainsi que les meilleures équipes fonctionnent. La deuxième norme nécessaire à la composition de l'équipe optimale est le niveau d'intuitivité communicationnelle. Cela peut être mesuré suivant la capacité des membres de l'équipe à deviner l'état sous-jacent de la communication entre eux à travers des indices non verbaux. Par exemple, si un collègue avance une idée particulière, il doit être capable de sentir à travers les indices non verbaux d'autrui si son intervention est appréciée ou pas.
Cela demande une certaine calibration qui ne provient que de la fréquentation quotidienne entre les membres de l'équipe. Si un membre d'une équipe se comporte d'une manière non désirable et non productive pour le reste du groupe, il doit avoir cette sensitivité de pouvoir déceler les signes de cela afin de mieux adapter son comportement. Permettre aux membres d'une équipe de mieux se connaître par le bavardage afin de mieux calibrer leur sensitivité non verbale et donner la parole à des membres non experts lors des meetings peut sembler une idée étrange pour un œil externe. Mais pour les données recueillies par les chercheurs de Google, cette stratégie s'avère gagnante, car elle crée une motivation plus dynamique au sein de l'équipe à travers un facteur crucial. Résultat des deux normes que nous avons vues, le climat psychologique sécurisant. Un climat psychologique sécurisant est l'idéal pour promouvoir une meilleure qualité de travail. Et c'est ce que les dirigeants des entreprises doivent apprendre à cultiver. Une des choses que nous savons sur la motivation aujourd'hui est que nous sommes capables de déclencher les parties du cerveau qui sont reliées à notre motivation personnelle quand nous nous sentons en contrôle. Et très fréquemment, cela provient du résultat d'un choix personnel. Quelque chose qui nous permet de se confirmer soi-même dans une situation. Un des meilleurs exemples de cela est comment les militaires dans l'armée ont réinventé l'entraînement basique. Il y a quelques années, l'armée a découvert qu'ils avaient un problème. Ils recevaient de nouvelles recrues qui n'avaient aucune expérience en comment se motiver soi-même. Ils n'ont tout simplement jamais appris les principes de ceci. Maintenant, pour l'armée des marines, cela constitue un véritable problème parce que les marines sont un peu différents des autres branches de l'armée. Ils sont généralement les premiers à arriver sur un lieu de conflit et les derniers à repartir. Voilà pourquoi ils ont besoin de personnes qui ont le sens de l'initiative. Mais les recrues qui arrivent à leur porte dans les camps d'entraînement n'ont absolument aucune expérience à comment prendre l'initiative. Charles Krulak, qui est le directeur des marines, nous apprend qu'un tas de ces jeunes recrues n'ont jamais été part d'une équipe de sport. Ils n'ont jamais appris à comment se confirmer en terrain inconnu. Ils n'ont jamais appris comment se motiver personnellement. Alors Krulak a inventé un système. Il a d'abord consulté la littérature scientifique et a trouvé qu'il y avait un certain nombre d'études psychologiques qui prouvaient que les meilleurs marines sont ceux qui ont appris à avoir un locus de contrôle interne. Nous allons voir ce que c'est. Nous tous avons un locus interne de contrôle ou un locus externe de contrôle. Et ce que cela veut dire est que c'est comment nous regardons le monde comme étant un moyen pour nous de nous confirmer nous-mêmes et contrôler notre destinée, ou plutôt que nous croyons que ce qui nous arrive échappe à notre contrôle et que nous sommes les jouets du destin. Krulak a essayé d'apprendre à ses recrues comment avoir un locus interne de contrôle, ce que les marines appellent un bias toward action. Lorsque une personne a un locus interne de contrôle, elle sent que c'est elle qui est maîtresse, cette personne, des événements. C'est elle qui régit ce qui lui arrive. D'accord? Quelqu'un qui, au contraire, a un locus externe de contrôle, quand il lui arrive quelque chose, quelle qu'elle soit, il va imputer la cause, la majeure partie de la cause, à des événements extérieurs. Ce qui fait qu'une personne qui a un locus externe de contrôle n'est pas vraiment audacieuse, puisqu'elle va choisir de se laisser entraîner par les événements. Tandis qu'au contraire, une personne qui a un locus interne de contrôle, du fait qu'elle a un pouvoir de décision, qu'elle pense avoir un pouvoir sur la suite des événements, eh bien, elle va réussir à se motiver
pour aller de l'avant. Krulak a essayé d'apprendre à ses recrues comment avoir ce locus interne de contrôle. Alors il a retravaillé l'entraînement totalement. Maintenant, quand les recrues entrent dans le camp d'entraînement, plutôt que d'apprendre à la discipline et comment apprendre à suivre des ordres linéaires, d'une façon linéaire, ce qui est le stéréotype de ce que nous connaissons de l'armée, alors plutôt que d'apprendre cette discipline, les marines sont encouragés, ils sont entraînés à prendre des décisions, à prendre décision sur décision. Prendre le contrôle et se confirmer soi-même dans des façons qu'ils n'ont jamais pensé devoir faire. Pour illustrer cela de la meilleure façon, nous pouvons citer l'exemple d'une épreuve qu'il y a dans leur entraînement. Alors, à la fin de leur entraînement, il y a cette épreuve que l'on appelle le creuset. C'est un parcours de 56 heures avec des obstacles dangereux que toute recrue des marines doit surmonter. Et durant cette épreuve, ce qui est intéressant est que certains des obstacles ne peuvent être complétés que si d'une certaine façon, la recrue désobéit aux ordres qui lui sont donnés. Un des obstacles représentatifs de cela est appelé le tank du sergent Timmerman, où les recrues sont bloquées dans un lieu où il y a un gaz potentiellement mortel et qu'ils portent des masques à gaz pour s'en protéger. Ce qui leur est demandé est de ne pas prendre d'initiative personnelle et de suivre les ordres de leurs supérieurs avec eux dans le groupe. Mais le problème est qu'ils portent ces masques à gaz qui ne leur permet pas d'entendre ce qu'il dit. Donc, une sorte de défaillance technique provoquée. Ils se doivent de prendre une décision et de faire semblant qu'ils suivent les ordres de leurs supérieurs pour pouvoir surmonter l'obstacle, sans quoi tout le parcours est perdu. Donc ils doivent prendre des décisions par eux-mêmes, ils doivent se forcer à activer ce locus interne de contrôle, au risque de se faire réprimander par leur hiérarchie, pour pouvoir se sortir de ce creuset, de cette étape très dangereuse. Donc voilà comment le sergent Charles Krulak a pensé pouvoir initier ses recrues à mieux se motiver. Habituellement, ce que nous pensons des marines et de l'armée est que c'est le dernier endroit où nous pourrions trouver un apprentissage sur comment être rebelle et subversif. Mais c'est une excellente leçon à apprendre sur la nature humaine. Et que ce que n'est que lorsque l'être humain ressent cet instinct rebelle, libre, subversif, qu'il ressent le besoin de prendre le contrôle et de se confirmer, qu'il peut générer de la motivation. Et le plus nous pouvons apprendre cela à nos enfants et à nos collègues de travail, le plus nous pouvons encourager cela en nous-mêmes. Ce sentiment lorsque l'on est bloqué dans l'autoroute et que nous sommes poussés à prendre la troisième voie pour aller plus vite et prendre le contrôle de la situation, voilà d'où provient la motivation personnelle. Des observations ont été faites sur ce locus interne de contrôle en maison de retraite et nous avons pu comprendre pourquoi certaines personnes arrivent très bien à s'adapter en maison de retraite et à vivre de longues années, tandis que d'autres tombent en déchéance et meurent au bout de quelques mois. Les personnes qui ont le plus de succès de survie en maison de retraite sont celles qui essayent de briser les règles. Par exemple, pour les vieilles personnes en maison de retraite, chaque personne a droit à son propre menu suivant les indications du médecin. On ne les laisse pas avoir ce qu'ils veulent, parce que cela peut être mauvais pour eux. Mais en maison de retraite, paradoxalement, ceux qui vivent le plus longtemps sont ceux qui brisent cette règle. Et aussitôt qu'ils reçoivent leur menu, vont se mettre en groupe et s'échanger leur nourriture suivant leurs désirs. Des personnes ont été interviewées et il y avait cette personne qui disait qu'elle aimait le cake au chocolat. Mais quand elle en recevait dans son menu, elle le troquait avec ses voisins de table parce que le plus important pour elle n'est pas de manger son cake au chocolat, mais de prendre ce qui lui a été tendu de manière plate, mais de manger un menu de sa propre création. Voilà pourquoi il se débrouillait bien en maison de retraite
et qu'elle y était depuis plusieurs années déjà. Cela est parce que les gens qui arrivent à se prouver à eux-mêmes qu'ils sont en contrôle, que ce soit parce qu'ils contrôlent leur propre vie ou leurs propres décisions, sont ceux qui arrivent à se motiver pour faire plus d'exercices et pour mieux participer à la communauté. Cet instinct libre, si vous êtes capable d'encourager cela, vous pouvez être sûr de mieux générer de la motivation personnelle.